Ils ne m'ont pas donné de glace parce que je ne fais pas partie de la famille, m'a dit ma fille de 6 ans au téléphone. J'en suis resté bouche bée en entendant ça. Ma mère et ma sœur n'ont pas nié. Je n'ai pas crié. J'ai agi. 2 jours plus tard, elles regrettaient tout. Au début, les mots n'avaient aucun sens. Ils sont juste restés là, dans mon oreille, lourds et absurdes, comme si quelqu'un s'était trompé de numéro et m'avait plongé dans un cauchemar. J'étais au travail, les yeux fixés sur un tableur qui me donnait déjà envie de me jeter sous une voiture, quand la petite voix de ma fille a percé le grésillement. Elle ne m'appelait jamais d'elle-même, pas avec ce téléphone bas de gamme, juste pour les appels, que je lui avais donné pour les urgences. Et pour son cerveau de 6 ans, une urgence signifiait généralement que nous n'avions plus de biscuits. Mais là, il ne s'agissait pas de biscuits. C'était nucléaire. Tu ne fais pas partie de la famille, a-t-elle chuchoté à nouveau, sa voix fine comme du papier de soie. Ils ont dit que je n'ai pas le droit à de la glace. Je me suis agrippé fermement au bureau. Ma poitrine s'est soulevée, comme si je venais de recevoir un coup de poing en plein ventre. Je vous jure, pendant une seconde de pure folie, j'ai même vérifié l'écran du téléphone, m'attendant presque à y lire « Mauvais numéro, enfer ». Ils ont dit quoi? Ma voix était calme. Trop calme. Le genre de calme qui signifiait que le sang allait couler. Elle a reniflé. Je suis devant le café. Celui avec l'éléphant. Tout le monde est à l'intérieur et ils ont dit que je ne peux pas entrer. Que je ne fais pas partie de la famille. J'ai fermé les yeux. Le café avec cette stupide fresque d'éléphant. Nous y étions allés des dizaines de fois. Des murs jaunes vifs, des chaises dépareillées et massives, l'odeur d'expresso qui s'accrochait à vos cheveux pendant des heures. Ma fille adorait cet endroit. Elle adorait coller son nez contre la vitre, à regarder les vermicelles arc-en-ciel dans leurs petits bocaux. Et maintenant, elle était dehors, seule, à regarder tout le monde manger ce qu'on lui avait dit qu'elle ne méritait pas. J'ai forcé ma voix à prendre un ton apaisant, bien qu'à l'intérieur, je bouillais de rage. Reste là, ma chérie. Maman arrive. Tout de suite. Elle a murmuré, d'accord, et j'ai raccroché avant que ma voix ne se brise. Pendant un instant, je suis resté figé à mon bureau, à fixer l'écran. Une colonne de chiffres ternes clignotait devant moi, mais tout ce que je voyais était rouge. Je l'ai senti monter dans ma gorge, chaud et violent. Puis je me suis levé, j'ai pris mon sac, et je suis sorti. Sans explication. Sans au revoir. Juste le crissement de ma chaise et le claquement de la porte. Le trajet en voiture a été un flou. Les feux rouges? Je ne m'en souviens pas. Les klaxons? Probablement. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures étaient devenues blanches. Dans ma tête, leur voix tournait en boucle. Tu ne fais pas partie de la famille. Tu n'as pas le droit à de la glace. Les larmes de ma fille. Le sourire de ma mère. Le visage suffisant de ma sœur. Je pouvais tout imaginer. On m'a traité de beaucoup de choses dans la vie. Trop sensible. Trop dramatique. Trop têtu. Mais voici la vérité. Rien ne vous endurcit comme de voir votre enfant saigner d'une blessure que vous ne connaissez que trop bien. Je me suis garé devant le café et je l'ai repéré instantanément. Ma petite fille, debout près de la vitre, regardant à l'intérieur. Son nez laissait une trace sur la fenêtre, ses petites épaules étaient affaissées. Dedans, ses cousins léchaient leurs cornets, riant, les doigts collants, l'image parfaite d'un été d'enfance. Elle s'est retournée, m'a vu, et s'est précipitée vers moi. À la seconde où son corps a heurté le mien, elle s'est effondrée, ses larmes trempant ma chemise, ses petits bras me serrant comme si j'étais le dernier arbre dans une tempête. C'en était trop. Quelque chose d'ancien et de sauvage s'est déchaîné en moi. J'ai levé les yeux. Et elles étaient là. Ma mère. Ma sœur. Assises à une table, des coupes de glace fondant entre elles, leur visage figé dans ces masques souriants qui, pensait-elle, cachaient tout. Je suis entré, ma fille toujours agrippée à moi. Les gens nous ont dévisagés, les fourchettes suspendues en plein vol. Mais je m'en fichais. Je suis allé droit vers elle. Elle vient de me dire, ai-je articulé, ma voix aussi stable qu'une lame, que vous lui avez dit qu'elle ne fait pas partie de la famille. Vous avez laissé faire ça? Elles ont cligné des yeux.
Ma sœur a ri nerveusement. Oh, allez. C'était juste les enfants qui plaisantaient. Ma mère a penché la tête, sa voix mielleuse. N'exagère pas tout ça. Elle a mal compris. Derrière elle, un des cousins a ricané. Ben, techniquement, a-t-il commencé, avant de se faire taper sur le bras. Et c'était tout ce dont j'avais besoin. Pas de démenti, pas d'excuses. Juste des sourires en coin, des hausserrements d'épaule et du silence. Je les ai regardés, j'ai regardé la glace couler de leurs cuillères, les lunettes de soleil bon marché perchées sur la tête de ma mère comme une couronne. Et pour la première fois, je n'étais pas en colère. Pas vraiment. J'étais glacial. C'est terminé, ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé. J'ai tourné les talons, je suis sorti, et je n'ai pas regardé en arrière. J'ai roulé directement vers un autre café, un de ceux avec des tables en plastique et des affiches ringardes sur les murs. Ma fille était assise en face de moi, noyée dans un soda plus grand que son visage. Vermicelle, coulis de chocolat, supplément de crème chantilly. Si l'amour pouvait se mesurer en garniture, je lui ai tout donné. À mi-chemin, elle a fait une pause, sa cuillère dégoulinante. Maman? Oui, mon bébé. Est-ce que c'est vrai que tu n'es pas ma maman? La cuillère a cliqueté contre le bol. Pendant une seconde, l'air m'a manqué. J'ai tendu la main par-dessus la table, j'ai pris sa petite main collante dans la mienne. Je suis ta maman, ai-je dit. Ma voix tremblait, mais je l'ai maîtrisée. Et je t'aime plus que tout au monde. Ne l'oublie jamais. Elle a cligné des yeux, des larmes accrochées à ses cils, puis a fait un petit signe de tête. Elle me croyait. Au moins pour ce soir. Mais en la regardant replonger dans son soda, les joues marbrées de larmes, j'ai senti quelque chose changer en moi. Une fissure est devenue une faille. Le chagrin s'est durci en résolution. Ce n'était pas fini. Loin de là. 2 jours plus tard, elle regrettait tout. J'ai longtemps cru que le fait d'être la mauvaise fille n'était que dans ma tête. Mais on ne peut être comparé à la perfection pendant des années sans que cela ne finisse par s'imprégner. Ma sœur Rachel était parfaite. Rachel était l'enfant prodige. Rachel était un rayon de soleil. Et moi, j'étais une ombre. Les professeurs l'adoraient. Les voisins se vantaient d'elle. Mes parents s'illuminaient chaque fois qu'elle entrait dans une pièce. Moi, j'étais celle pour qui ils soupiraient, celle qui avait du potentiel, si seulement. Et malheur à moi si je voulais quelque chose pour moi-même, quelque chose de différent. Pas le genre de différence, je me tins les cheveux en bleu. Une vraie différence. J'aimais les filles. J'ai eu mon premier coup de cœur pour une camarade de classe. Un truc innocent, qui me tordait l'estomac. Je ne l'ai dit à personne, mais ça pesait lourd en moi, comme un secret qui finirait par me dévorer vivante. Quand je l'ai finalement dit à mes parents, je tremblais tellement que j'ai failli laisser tomber mon verre d'eau. Maman, papa, j'aime les filles. C'était comme dégoupiller une grenade. Les lèvres de mon père se sont serrées. C'est juste une phase. Les épaules de ma mère se sont affaissées. Ne nous as-tu pas déjà assez embarrassés comme ça? Et Rachel, ma sœur en or, a souri avec mépris. Tu cherches juste à te faire remarquer. Tu as toujours fait ça. Je voulais de l'acceptation. J'ai eu de l'humiliation. Alors je suis parti. L'université à Los Angeles m'a sauvé. Une grande ville, de nouveaux visages. Personne ne se souciait de ce que j'étais ou n'étais pas. C'est là que j'ai rencontré Mara. Nous sommes tombées amoureuses, nous nous sommes mariés, et nous avons construit une vie qui me semblait enfin être la mienne. Quand nous avons décidé d'avoir un enfant, nous l'avons fait de la manière habituelle pour 2 femmes, avec un donneur. Mara a porté la grossesse, mais comme nous étions mariés en Californie, mon nom a également été inscrit sur l'acte de naissance. Légalement, nous étions toutes les 2 parents dès le premier jour. Pas de point d'interrogation, pas d'échappatoire. Notre fille, Evelyne, a grandi en appelant Mara, Mommy, et moi, Maman. C'était simple, doux, à nous. Dès l'instant où je l'ai tenue dans mes bras, j'ai su que je n'avais jamais aimé quelqu'un aussi férocement. La voir grandir, son premier sourire, ses premiers pas, ses questions sans fin, c'était comme respirer de l'air frais après des années passées sous l'eau. Elle est ma joie,
mon cœur, et la personne que je n'arrêterai jamais de protéger. Et à Ella, personne ne sourcillait. Nos voisins, nos amis, les camarades de classe d'Evelyne. Ce n'était pas étrange. Notre foyer était entouré de gens comme nous. Elle était en sécurité. Sauf quand nous rendions visite à ma famille. Les voyages dans ma ville natale étaient comme entrer dans un congélateur. Tout semblait plus froid. Les proches souriaient poliment, puis glissaient leurs piques. Oh, Evelyne est la fille de Mara, n'est-ce pas? Ça doit être étrange d'élever l'enfant de quelqu'un d'autre. Alors, tu n'en as jamais voulu un à toi. Chaque mot était un couteau, chaque sourire un poison enrobé de sucre. Je gardais la tête basse, je souriais les dents serrées, et je me disais de laisser passer. Mais ça me brûlait. Rachel, bien sûr, empirait les choses. Elle se penchait en arrière, avec son sourire narquois, et lançait sa vieille rengaine. Mon Dieu, Lena, toujours à essayer d'être différente. Toujours en manque d'attention. Des années plus tard, Rachel m'a appelé à l'improviste avec une grande nouvelle. Je déménage à Ella, a-t-elle dit, la suffisance dégoulinant de sa voix. Mon estomac s'est noué. Pourquoi? J'ai trouvé un travail, a-t-elle dit, marquant une pause pour les faits. Chez Spectrum Voices. Tu sais, ce blog LGBT? Un truc énorme. Rémunéré, publié, tout ça. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Attends, quoi? Mais tu n'es pas, elle a ri. Les étiquettes n'ont pas d'importance. Je leur ai dit que j'étais bi. Qui va vérifier? Je suis resté là, abasourdi. Rachel, ce n'est pas ton histoire à raconter. Elle a balayé ça d'un revers de main, comme une peluche sur un pull. Détends-toi, ce ne sont que des mots. Et ça paie mieux que de faire le service. Ma bouche s'est ouverte. Puis refermée. Qu'est-ce que j'étais censé dire? Que la même sœur qui s'était moquée de moi pendant des années allait maintenant encaisser des chèques sur le dos de l'identité même qu'elle méprisait. Je n'ai rien dit. Je me suis dit que c'était ma sœur. Peut-être que faire semblant mènerait à la compréhension. Peut-être qu'elle apprendrait vraiment. Spoiler, ce ne fut pas le cas. Rachel n'a pas seulement pris le poste. Elle s'est réinventée. Du jour au lendemain, ses réseaux sociaux se sont transformés. Pronom dans sa bio. Filtre arc-en-ciel. Hashtag sur l'authenticité. Publication sur le soutien aux familles LGBT. J'avais envie de vomir. Et les éloges ont afflué. Courageuse. Authentique. Une nouvelle voix rafraîchissante. Elle a donné des interviews sur des luttes qu'elle n'avait jamais vécues, racontant des bribes de ma vie comme si elles étaient les siennes. L'hypocrisie était sidérante. Je regardais, en silence, son ascension. Chaque fois, je me disais, ne fais pas de vagues. C'est ta sœur. Mais ensuite, il y a eu le café. Quand Evelyne, ma fille de 6 ans, m'a appelé, la voix brisée par les larmes, et a chuchoté, ils ont dit que je ne fais pas partie de la famille. Et j'ai su. Rachel pouvait avoir son blog, ses filtres arc-en-ciel, sa fausse identité, mais elle n'aurait pas mon silence. Plus maintenant. Parce que quand votre enfant est blessé par les mensonges que vous avez endurés toute votre vie, vous arrêtez d'avaler le poison. Vous commencez à cracher du feu. Quand vous venez de voir votre enfant de 6 ans s'effondrer en sanglots dans vos bras parce que quelqu'un lui a dit qu'elle ne faisait pas partie de la famille, vous ne vous calmez pas. Vous ne faites pas une promenade, ne buvez pas de thé, ne méditez pas. Vous vous asseyez dans le salon, comme une bombe avec une mèche allumée, à faire défiler les fausses publications aux couleurs de l'arc-en-ciel de votre sœur jusqu'à ce que votre mâchoire vous fasse mal à force de la serrer. Le dernier chef-d'œuvre de Rachel est apparu sur mon écran, un article sur papier glacé à propos des familles choisies et de la parentalité inclusive. La section des commentaires était pleine de cœurs et d'applaudissements. Courageuse. Authentique. Inspirante. Inspirante, mon cul. J'ai failli jeter mon téléphone à travers la pièce. Mara est entrée, a posé 2 tasses de thé, et m'a étudié comme si j'étais un tigre en cage. Tu ne peux pas continuer à faire les 100 pas, a-t-elle dit doucement. Je ne fais pas les 100 pas, ai-je marmonné, à mi-chemin d'un autre tour. Je prends de l'élan. Elle a haussé un sourcil. C'est ça, le truc quand on épouse quelqu'un de stable.
Ils ne crient pas. Ils ne claquent pas les portes. Ils se tiennent juste là, avec un regard calme, jusqu'à ce que vous disiez enfin la chose qui vous ronge la gorge. Alors, je l'ai fait. Je ne peux pas la laisser s'en tirer comme ça. Mara s'est assise, a croisé les jambes sous elle. Alors, ne le fais pas. Je me suis figé. Pardon? C'est ta famille, a-t-elle dit. Je ne peux pas te dire quoi faire. Mais si tu veux agir, je connais quelqu'un. Un éditeur. Ils écouteront. Je l'ai regardé fixement. Ma femme, m'offrant l'allumette pour la dynamite sur laquelle j'étais assise. Et d'un seul coup, l'indécision s'est brisée. Fais-le, ai-je dit. Ma voix est sortie plus froide que je ne l'avais prévu. Passe l'appel. Mara a quitté la pièce. Je n'ai pas écouté aux portes. Je n'en avais pas besoin. 10 minutes plus tard, elle est revenue, son expression stable mais les épaules tendues. Ils ont fait suivre l'information, a-t-elle dit tranquillement. C'est en cours de traitement. Discrètement. J'ai expiré un souffle que je ne savais pas que je retenais. Mes mains tremblaient. Pas de culpabilité. Non, je n'étais pas coupable. C'était l'adrénaline. J'avais tiré le premier coup, et il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Ça a pris 2 jours après l'incident de la glace. Puis mon téléphone a sonné. Le nom de ma mère illuminait l'écran. Sa voix est sortie, tranchante comme du verre. Il se passe quelque chose avec Rachel au travail. Est-ce que tu as quelque chose à voir avec ça? Je suis resté très calme. Pourquoi? Elle est dévastée. Elle dit que les gens remettent en question son authenticité, qu'ils chuchotent dans son dos. Est-ce que tu as parlé à quelqu'un? Je n'ai pas nié. J'ai posé la question qui me brûlait la poitrine. Vous avez dit à ma fille qu'elle ne faisait pas partie de la famille. Silence. Puis le bruissement d'une respiration au bout du fil. Tu plaisantes? Pas encore ça, a claqué ma mère. Elle n'a pas eu de glace parce qu'elle se comportait mal. Toute cette histoire de pas de la famille, c'était une blague. Les enfants la taquinaient. Tu montes tout ça en épingle. Ma main a serré le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Vous avez souri pendant qu'elle était dehors à pleurer. Ne me dites pas que c'était une blague. Ça suffit, a-t-elle aboyé. Alors c'était toi. Tu as ruiné la carrière de ta sœur pour un malentendu. Comment oses-tu mêler des étrangers aux affaires de famille? Et voilà. La confirmation. Ma mère avait fait le lien. Et maintenant, elle dirigeait toute sa fureur contre moi. Je n'ai pas crié en retour. Je l'ai laissé se déchaîner, ses mots se déversant comme de l'acide. Puis j'ai mis fin à l'appel. Moins de 10 minutes plus tard, le téléphone s'est à nouveau allumé. Cette fois, Rachel. J'ai failli le laisser sonner. Failli. Mais ensuite j'ai pensé, non. Elle mérite de m'entendre respirer pendant que son empire se fissure. Alors j'ai répondu. Sa voix a explosé dans le téléphone. Putain, qu'est-ce que tu as fait? Il me demande de démissionner. Tu crois que tu peux me détruire parce que tu es jalouse? J'ai éloigné le téléphone de mon oreille jusqu'à ce que les cris s'atténuent. Jalouse? Ai-je finalement dit, ma voix sèche comme de la poussière. C'est la meilleure. Règle ça, a-t-elle exigé. Appelle-les. Dis-leur que c'était une erreur. Excuse-toi. Non. Tu crois que c'est un jeu? Si tu ne règles pas ça, tu le regretteras. Ces mots flottaient dans l'air, lourds de menaces. Mon estomac s'est tordu. Pas de peur, mais de quelque chose de plus sombre. De satisfaction. J'ai dit la vérité, ai-je dit simplement. Le silence qui a suivi était presque doux. Puis un claquement de téléphone a coupé la ligne. La maison était calme après ça. Mara s'est assise à côté de moi, sa main effleurant la mienne. Pas besoin de mots. Evelyne dormait au bout du couloir, sa respiration régulière et paisible. Mais dans ma poitrine, la tempête faisait rage. Rachel n'avait pas encore démissionné. Mes parents fulminaient. La machine familiale se mettait en marche, se préparant à contre-attaquer. Et je savais une chose avec certitude.
Ce n'était pas la fin. C'était l'étincelle. Le problème avec les menteurs, c'est qu'ils ne battent pas en retraite. Ils grimpent plus haut, crient plus fort, jusqu'à ce qu'ils hurlent depuis un toit que le ciel est vert et que tout le monde est aveugle. Rachel ne faisait pas exception. 2 jours après l'appel furieux de ma mère, j'ai ouvert mon ordinateur portable pour voir son dernier article, un post de blog sur papier glacé intitulé « Quand votre vérité est niée par les personnes qui vous sont les plus proches ». J'ai failli recracher mon café. Elle n'avait pas utilisé mon nom, mais franchement, c'était tout comme. Une sœur jalouse qui sapait son identité bisexuelle. Un membre de la famille qui ne l'avait jamais soutenue. Les commentaires étaient dégoulinants d'éloges. Si courageuse. Continue de briller. Nous te voyons. J'ai ri. Un rire amer. Jalouse? De quoi? De ta capacité à monétiser l'hypocrisie? Evelyne s'est approchée de la table de la cuisine, me tendant un dessin de 3 bonshommes allumettes se tenant la main. Au-dessus d'eux, des cœurs arc-en-ciel. C'est nous, a-t-elle dit timidement. Ma poitrine s'est fendue. Elle nous dessinait constamment depuis l'épisode du café, comme si elle essayait de recoller les morceaux du monde. Je l'ai embrassée sur la tête. Parfait. Toi et moi, et Mommy. Toujours. Et à cet instant, j'ai su que Rachel ne pouvait pas contrôler cette histoire. Pas tant que ma fille avait encore besoin de preuves que j'étais la sienne. J'ai sorti le dossier que j'avais gardé comme un extincteur, en espérant ne jamais en avoir besoin, tout en sachant que ce serait probablement le cas. Capture d'écran, message supprimé, conversation de groupe. Et c'était là, Rachel se moquant de mon mariage, le qualifiant de « phase ». Une conversation de groupe où elle avait tapé « Ben, Evelyne n'est même pas l'enfant de Lena, alors c'est quoi le problème ?» Un ancien statut Facebook ricanant sur les gens en quête d'attention. Elle l'avait supprimé il y a des années. Pas moi. Et le coup de grâce. La photo de ce cousin. Des enfants souriant avec leur cornet de glace. Evelyne à l'arrière-plan, les mains vides, son visage pressé contre la vitre. La preuve, silencieuse mais indéniable. Derrière moi, la petite voix d'Evelyne. Maman? Tu es fâchée contre moi. J'ai lâché le téléphone, les serré contre moi. Jamais. Je suis fâché contre eux. Pour t'avoir fait du mal. Elle a hoché la tête, sérieuse comme un juge, puis est retournée à ses crayons. C'en était assez. Assez. Le contact de Mara nous a mis en relation avec une journaliste spécialisée dans la représentation, quelqu'un qui se souciait de la vérité. Je lui ai tout donné. Les publications publiques côte à côte avec les pics privés. La conversation de famille. La photo du café. La journaliste a fait défiler les images, les lèvres pincées. Si nous publions ça, ça va exploser. Bien, ai-je dit. Ma voix n'a même pas tremblé. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. D'abord, il y a eu l'attente. Des jours de silence, mes nerfs à vif, vérifiant mon téléphone toutes les heures. Une semaine plus tard, l'article a été mis en ligne. Titre, authenticité ou appropriation? Question autour d'une voix montante de la communauté LGBT. Chaque contradiction était exposée. Des légendes arc-en-ciel face à des SMS moqueurs. Des discours sur la famille inclusive face à des captures d'écran effaçant ma fille. Les preuves parlaient d'elles-mêmes. Et puis, lentement, les fissures se sont élargies. Au cours des jours suivants, les sponsors se sont retirés. Les invitations ont disparu. Les événements pour lesquels elle avait été engagée ont discrètement effacé son nom. En ligne, ses fans sont devenus vicieux. Imposture. Menteuse. Fausse. La 2e semaine, la tempête avait atteint son paroxysme. C'est à ce moment-là qu'on a frappé à la porte. J'ai ouvert, et elle était là. Rachel. Sans maquillage, sans masque. Juste des yeux vides et une mâchoire tremblante. Tu es contente maintenant? A-t-elle craché? J'ai été viré. Personne ne veut m'embaucher. Je reçois des menaces de mort. Ma vie est foutue. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé, en attendant. Et tout ça pourquoi, a-t-elle lâché, la voix brisée.
Pour une enfant qui n'est même pas la tienne? Et voilà. La vérité, nue et laide. J'ai failli rire. Merci, ai-je dit doucement. Ça me donne de la clarté. Son front s'est plissé. Tu ne m'as jamais accepté, ai-je continué. Ni quand j'étais enfant. Ni quand j'ai fait mon coming out. Ni quand je suis devenue mère. Tu t'es moqué de moi, tu m'as volé, tu as prétendu être moi. Et même maintenant, alors que tout s'effondre, tu qualifies encore ma fille de pas la mienne. Rien ne sortit. Je n'ai pas besoin de ton approbation, ai-je dit. Et je n'ai pas besoin de toi, ni de nos parents, dans sa vie. Plus jamais. Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. Puis, sans un autre mot, elle s'est retournée et s'est éloignée, les épaules voûtées dans la nuit. J'ai fermé la porte. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti la paix. 6 mois plus tard, ma vie est plus légère qu'elle ne l'a jamais été. Pas d'appel en colère, pas de leçons de morale, pas de faux semblants. Juste la paix. Je ne parle plus à mes parents, et ça me va. Ils ont choisi leur enfant prodige. J'ai choisi ma vraie famille. Il s'avère que les critiques constantes ne me manquent pas. Marcher sur des œufs pour maintenir la paix ne me manque pas. Lâcher prise m'a donné de l'espace pour respirer. Quant à Rachel, je n'ai pas eu de nouvelles directement, mais les rumeurs circulent. Un cousin m'a dit qu'elle et sa famille sont retournés dans notre ville natale. Elle a lui a fermé ses portes. Fini les contrats d'écriture, les conférences, les invitations scintillantes. Elle est de retour derrière le comptoir du restaurant où elle avait juré de ne plus jamais mettre les pieds, servant du café au lieu de servir des discours. La même ville qu'elle méprisait autrefois est maintenant sa seule scène. Et moi? Mon monde ne pourrait pas être meilleur. Mara et moi emmenons Evelyne au parc le week-end. Elle court devant, agitant les bras, criant « Maman, viens ». Son rire traverse l'herbe comme de la musique. Les gens nous voient tels que nous sommes. Une famille. Entière. Heureuse. Aimée. Parfois, Evelyne dessine encore des images de nous trois, des bonshommes allumettes avec des cœurs arc-en-ciel au-dessus, mais maintenant, elle ne demande plus si je suis vraiment sa maman. Elle le sait. Elle en est certaine. Et chaque fois qu'elle glisse sa main dans la mienne, je sais que j'ai fait le bon choix. Rachel a perdu son projecteur. J'ai gagné une vie remplie d'amour. Il n'y a pas photo. Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous pour en savoir plus.